placez vos économies sur un compte en action, c'est bien dans l'espoir de récupérer quelques deniers sans rien faire, finalement. Tout le monde ne le fait pas. Hein? Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Mais enfin, il y en a quand même beaucoup. On ne met plus sous le matelas maintenant. Pardon? On ne met plus les économies sous le matelas non plus. J'ai pas entendu. On ne met plus les économies sous le matelas. Parce que monsieur dit, tout le monde ne va pas avoir le papier. Oui. Si on va à la banque, mais on peut prendre les comptes qui rapportent 0,5% ou maintenant 1%, sans nécessairement prendre des comptes actions. Enfin bon. Mais j'ai pas bien compris quand vous disiez au départ. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des personnes ne met pas en cause le système, cherche plutôt à en profiter qu'à le mettre en cause et le remettre en question et le remettre en cause. Alors, il y a plusieurs sujets dans ce film. Il y a ce sujet-là de Kyle hein, qui a perdu ses économies parce qu'il n'avait pas les codes, parce que la finance, c'est un monde tellement compliqué que, à part si vous êtes un trader spécialiste, c'est très difficile de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est difficile. Il y a autre chose aussi, c'est que il y a une sorte de déshumanisation qu'on voit au début du film. C'est-à-dire que par le passé, quand la bourse a été créée, la bourse, c'était un lieu d'échange hein, à la corbeille, avec des humains, hein, des gens qui venaient à la corbeille pour échanger, et c'était des titres, pour l'essentiel, des titres de propriété de société. Une action, c'est un titre de propriété. Et on échangeait des titres de propriété, ou alors la spéculation, elle est venue aussi quand on a commencé à spéculer sur le cours des matières premières. Mais aujourd'hui, on voit que dans la spéculation telle qu'elle est dans le film, et encore mieux pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street, c'est-à-dire que celui qui va jouer en bourse, il se moque de savoir ce que produit la société. Il y a une coupure complète entre l'action que vous faites en allant jouer en bourse et la production réelle de richesse. Je me moque, moi, de savoir si la société pour laquelle je vais vendre ou acheter des actions, si elle fabrique des réfrigérateurs, des automobiles, ou... m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter à un prix et de revendre, si possible, plus cher que ce que je n'ai acheté pour récupérer un bénéfice. Donc il y a cette... Et aujourd'hui, on le voit au début du film, il y a une accélération de ce phénomène, parce qu'avant, comme ça se passait à la corbeille, ben, il fallait que les gens soient là pour faire ce type d'échange, ou qu'ils soient représentés par un trader. Mais aujourd'hui, il y a des ordinateurs avec des algorithmes qui sont capables de faire des transactions importantes, des milliers de transactions en quelques millièmes de secondes. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à la bourse de Londres demain matin, à Tokyo où il fait nuit, les ordinateurs en sont informés et vont jouer. C'est les ordinateurs qui jouent, qui vendent ou qui achètent en fonction des cours de bourse. Donc il y a une sorte de déshumanisation et de spéculation artificielle qui se fait. Et alors, oui. Pas tant que ça, parce que dans le film, à un moment donné, quand une des personnes là, essaie de rechercher ce qui s'est passé, ils disent bien que le gars, je ne sais plus, qui est en Corée ou je ne sais pas où, il dit bien, vu comment est constitué l'algorithme, c'est pas possible que ça ait pu fonctionner comme ça, il y a forcément une trace humaine. Il y a forcément une trace humaine. Donc il n'y a pas que de la mécanisation algorithmique. Une action. Oui, c'est pareil, il faut une action. Non, c'est pas pareil. Enfin, quand je dis une trace humaine, Il y a c'est que... quelqu'un qui a... Oui, quand je dis une trace humaine, c'est qu'il y a forcément... Ça a laissé une trace, donc il y a eu une action. Enfin, je l'entends comme ça.
hein, sans vouloir jouer sur les mots. Hein. Non, non, moi Et- je joue pas sur le... Non, non, mais je dis sans... Oula, il a compris. C'est, ce que je veux dire par là, c'est que, justement, je trouve que le film n'est pas du tout superficiel, moi. Je trouve qu'il a une façon d'aborder la chose de façon, au contraire, très, très fine, dans ce rythme totalement incessant et dans ce fait, effectivement, de voir comment les choses s'organisent et où, même si on parle de Kyle comme quelqu'un qui n'est pas moral, enfin, moi je trouve qu'au contraire on parle d'une population qui devient complètement crédule dans le fait où elle ne peut pas en vivre, elle essaie de se sortir un peu la tête hors de l'eau et elle se retrouve dans des situations qui peuvent être totalement déshumanisantes. Mais je pense pas que justement il y ait une absence totale de traces ou d'action humaine. Je trouve que c'est assez clairement dit quand même dans le film. Aujourd'hui, quand même, une grande majorité des transactions sont faites automatiquement par des serveurs sans que quelqu'un commande de vendre ou d'acheter. Oui, mais excusez-moi, il y a une En programmation fonction humaine, de- il y a ces data analystes Alors, qui le font. Donc, Bien sûr, mais l'algorithme, il est fait de telle sorte où on dit si l'action oui, baisse, mais ça part d'une l'algorithme action humaine. balance des ordres d'achat, si elle monte, des ordres de vente. C'est tout. Alors, et là où je dis que c'est superficiel, c'est que sur la malversation du patron, on ne sait pas en quoi elle consiste exactement. Nulle part dans le film, on nous dit, ben, il a fait telle malversation. Et lui, d'ailleurs, il dit qu'il n'en a pas fait, puisque à la fin du film, il dit, moi j'ai rien fait d'illégal. Si, Il y a quand même une enquête pour il a misé sur cette grève pour voir... Pardon? Pour acheter les mines. il a misé sur la grève en Afrique du Sud. Oui, Il a claqué 800 millions à... oui, pour alimenter artificiellement Parce qu'il une il fallait grève. du cash pour alimenter. Oui, pour alimenter. C'est du détournement de fonds, et d'ailleurs, à la C'est fin, ça, il est l'action quand même dit qu'il y a une humaine. enquête pour corruption. Donc c'est pas complètement légal. Et puis c'est surtout les conséquences de ça, quoi. C'est surtout l'explosion que ça peut provoquer, quoi. Moi, c'est un peu le reproche que je ferais au film, c'est-à-dire moi je m'attendais à ce que ça soit une attaque justement contre ce système où les algorithmes ont la main mise sur les marchés et tout ça, alors C'est qu'en ce à quoi on s'attend au début. alors Moi, au qu'en début, fait, je pensais que ça allait être ça. ouais. en fait, finalement, les algorithmes, d'ailleurs, c'est ce que dit le Coréen à Séoul, là, c'est qu'il n'y a pas de risque que ça aille vraiment dans quelque chose de catastrophique. Il a fallu que ça soit une malversation, finalement, qui aboutisse à... Entre parenthèses, moi, ce bug, je pensais que c'était un mot anglais, mais finalement, à chaque fois, on entendait, je ne sais plus quel mot, qui était... Glitch. Glitch. Et ça veut dire... Oui, ah d'accord. Et donc, et c'était traduit par bug, là, ça m'a fait un peu rigoler, mais bon. Oui, donc, tout ça pour dire que j'ai été un peu déçu parce que finalement, ça n'attaque pas de façon frontale la façon dont ça se passe avec tous ces algorithmes. C'est finalement une simple malversation humaine, quoi. Ce que moi j'ai beaucoup aimé, pardon, oui, moi j'ai beaucoup apprécié, parce que on devient algorithmique en fait, comme vous disiez, il y a une pression permanente. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est confronté un petit peu à l'impuissance humaine face à cette espèce d'énorme machine qui nous broie et dans lequel on se dit ok, d'accord, alors les algorithmes, la finance, etc. On est complètement devenu hors sol par rapport à tout ça, on est complètement sous cette emprise-là, et du coup, la problématique de la régulation de la finance n'est pas abordée dans le film, or c'est juste central, et ça nous met, nous, petits humains, en disant ok, alors du coup, comment on fait? Quels moyens pouvons-nous trouver pour réguler la finance? Parce que ces algorithmes, si on les laisse comme ça, on voit bien à quel point nous, petits humains, on n'est pas là, quoi. Je veux dire, c'est l'algorithme, ça se fait. Le bon, il est fort. Si je peux me permettre, le film introduit une nuance assez importante de ce point de vue. Quand le trader, George Clooney, Non, C'est le présentateur. le présentateur, oui, quand le présentateur fait appel à la population et dit, comment dire, acheter des ça va actions, faire monter.
acheter des actions pour faire monter, il y a une espèce de frémissement, et puis l'action s'effondre. Alors, c'est toujours, bien sûr, c'est toujours effleuré, à peine abordé, etc. Mais quand même, ce que dit d'une certaine façon le film, c'est que pour les gens ordinaires, les gens, le citoyen lambada, comme dit mon fils, pour le citoyen lambada, les contorsions et les gesticulations et les algorithmes de la finance ne marchent pas si bien que ça. Parce qu'en dernière analyse, la population new-yorkaise, ou bref, ou les gens qui regardent la télé, ne font pas, dans leur majorité, ne font pas ce que demande de faire le présentateur, soi-disant vedette, soi-disant tout-puissant, etc. Mais parce qu'à ce moment-là, c'était pour, entre guillemets, sauver sa vie. N'empêche que quand, en amont, ils avaient acheté pour 800 millions d'actions. Pas dans la Voilà. situation Et le actuelle. PDG, il est parti avec 800 millions. Donc, les gens avaient acheté des actions. Quand on leur disait que l'action... Oui, non, bien entendu, non, mais que les gens qui souhaitent spéculer, dont c'est le métier de s'occuper de ces questions-là, de spéculer, enfin bref, de gagner de l'argent avec de l'argent, fassent ça, que ça soit leur occupation principale, c'est une évidence. Non, là, le film montre, de façon, me semble-t-il, assez fine, que quand Clooney s'adresse à la population, c'est-à-dire aux gens qu'on voit dans les bistrots regarder la télé parce qu'il y a une prise d'otage, etc., eh bien, l'affaire de Clooney, vedette médiatique, ne fonctionne pas. Ce qui tendrait à dire, ce qui peut faire penser quand même que les gens ordinaires ne sont pas soumis à ces lois-là et conservent une certaine distance par rapport à Il y ces avait questions. déjà 800 millions Une évaporés. nuance. Oui, il ne faut pas oublier que Et une 3 semaines avant, il avait donné des informations. Mais c'est pas les mêmes qui ont mis 800 millions Ouais. que ceux qui regardent le truc dans le bistrot. Non, mais une nuance quand même. Si on était en Angleterre, on jouerait sur la mort ou la non-mort du mec. Et là, il y avait du pognon. Oui, enfin, là, on essaye de donner du sens à une réalité économique sur un scénario. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, à la limite, ce qui m'intéresserait... J'ai l'impression qu'il y a un débat moral qui est posé par les scénaristes, qui est posé effectivement par Judy Foster, sur finalement le rapport à l'humain. C'est-à-dire que le fait de dire dans son scénario, et là je parle bien d'un scénario, et pas de la réalité du fonctionnement de Wall Street et de la bourse, finalement, c'est pas la haute fréquence des échanges, c'est de l'humain qui vous entourloupe. C'est un petit peu le message, j'ai l'impression, qui sort de son film. C'est ce que je disais, Et moi, la question que je me pose, et peut-être que vous avez des éléments de réponse, c'est par rapport à la réalité du fonctionnement, parce que là, on a vu une fiction pendant 1h30, par rapport à la réalité de ce qui se passe, est-ce que vous pouvez nous dire, oui, c'est effectivement assez proche, là, ils ont essayé de présenter ça et ça, parce qu'ils présentent plein de petites choses, j'ai envie de dire, mais très rapidement. Enfin, moi, il y a plein de choses que j'ai pas compris dans le domaine de la bourse, puis c'est pas mon métier, c'est pas mon truc, mais donc si vous pouvez faire le lien entre la réalité des systèmes financiers et ce qu'on a vu dans le film, je pense que ça serait quelque chose qui m'éclairerait. La réalité du système financier, c'est d'abord déjà dans une économie capitaliste financière, une entreprise, c'est pas la financiarisation, c'est pas moral. Elle n'est pas là pour faire de la morale. Une entreprise, elle n'est pas là pour le bien-être des gens, ou le but d'une entreprise dans un système capitaliste tel qu'on le connaît, c'est de faire du profit. Donc c'est la satisfaction de l'actionnaire. C'est ça le point numéro 1. Tout le reste, ça peut être une conséquence ou une corrélation, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif d'une entreprise, c'est de faire du profit. Point Une final. entreprise qui a des actionnaires. Toutes les entreprises n'ont pas des actionnaires. Pardon ? Le but de l'entreprise, c'est de vivre demain. C'est-à-dire de prendre toutes les décisions pour s'assurer de ne pas être en faillite et de vivre demain que l'entreprise continue.
continue de vivre. Non, C'est pas la du première chose aussi. Et la deuxième Mais chose, non, ça c'est de- c'était par le passé. oui, et la deuxième chose, c'est de faire des bénéfices, en effet, parce que les actionnaires ont de l'argent et que, évidemment, ils attendent un intérêt. Et s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. La pérennité de l'entreprise, c'est secondaire. Ah oui, et ils tournent Les entreprises aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, ce qui les intéresse, c'est le court terme. Oui. Dans le meilleur des cas, le moyen terme. Mais le long terme, ils s'en foutent. C'est L'entreprise. quoi, le moyen terme Pardon ? Picoseconde. Le court terme, c'est un an ou deux, quoi. Ben, le court terme, ça va même au-delà, parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles le court terme, c'est le trimestre. Ils présentent des résultats trimestriels, et il faut que de trimestre en trimestre, il y ait un profit suffisant pour satisfaire les actionnaires. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'actionnaires. Donc celle-là, c'est quoi leur moteur? Non, mais là, on parle, oui, on parle évidemment, des mais là, entreprises ils qui pas sont intervenus, cotées on essaie de en bourse revenir dans sur le les film. Puisqu'on a... Mais c'est vrai de toutes les entreprises. Toutes les entreprises, elles ont au moins un actionnaire. Oui, le patron éventuellement, mais Ben oui. oui, mais s'il n'y a pas l'obligation légale de satisfaire les actionnaires, etc. Dans ce cas-là. Ah, c'est pas une obligation légale. Ah, moi, c'est ce que j'ai appris il y a un an ou deux, c'est que légalement, l'obligation d'une entreprise, c'est de satisfaire les actionnaires. Et donc, on peut virer un patron en disant, enfin, je savais que c'était le but, mais j'ai lu, éventuellement dans le monde diplomatique, j'en sais rien, qu'il y a une obligation légale. Mais peut-être que j'ai mal compris. Que je peux poser une question naïve. C'est Oui. quoi une entreprise? C'est une personne Elle morale. fabrique quelque chose ou simplement une parole morte? Non, elle n'est pas. Alors, C'est bien, comme vous dites. aujourd'hui, Représentation une entreprise, c'est une personne morale, Oui. c'est-à-dire une association finalement, hein, qui a pour but de dégager un profit. Mais elle n'est pas obligée de faire quelque chose. elle n'est pas obligée de C'est tout ce que je voulais faire savoir. quelque chose. Non. Par exemple, de la spéculation, on fait rien. On fait rien. On ne produit pas de richesse, c'est une richesse. C'est une richesse fictive. On voit que je vous ai parlé, bon, des petites entreprises qui ont encore effectivement la vocation de continuer à vivre, d'exister, de pouvoir rémunérer les quelques salariés, etc. Des grandes entreprises, déjà, c'est une première différence. Les grandes boîtes par rapport aux petites, celles qui sont cotées par rapport à celles qui ne le sont pas. Puis après, il y a la finance. Et donc le secteur financier, les entreprises du secteur financier, là, je dirais, on est complètement déconnecté de tout ce qui concerne, comme vous le disiez, la production, la fabrication. Donc là, l'objet, c'est uniquement, effectivement, de dégager des bénéfices. Déjà, dans les grandes structures, l'objet, c'est effectivement, pour satisfaire les actionnaires, on le dit, hein, c'est de dégager 15%, 20%, il l'évoque dans le film, mais c'est souvent les chiffres qui sont évoqués. Et donc, on est vraiment sur du très court terme, en général. Et quand on est sur la finance, ben oui, là on est complètement déconnecté. Et le problème aujourd'hui, je trouve que c'est assez bien. En fait, dans ce film, tout le monde, tous les éléments en prennent pour leur grade quand même, parce qu'il y a les médias, effectivement, qui on voit tout le rôle vraiment nocif des médias, qui jouent sur la crédulité des gens. On voit le conseil, qui est un conseil foireux, donc avec les intermédiaires qui en fait, ne jouent pas du tout l'intérêt des gens pour qui ils apportent du conseil, mais qui jouent simplement l'intérêt des boîtes pour lesquelles ils sont payés, finalement, d'une certaine manière. Et puis la finance. Et moi, je pense que le traitement algorithmique des choses tel qu'il est montré au début, enfin, la finance, on ne sort pas grandi de ce film, quand même. Hein. Je trouve que la critique, elle est quand même acerbe de l'ensemble des modes financiers, à la fois le système algorithmique, et puis le fait qu'effectivement, il y a des gens qui, à un moment donné, mettent la main aussi dans le pot de confiture, et donc la corruption qui existe aussi dans ces univers-là. Là où je trouve que le film est quand même très fort, c'est que quand elle... je pense que c'est un parti pris peut-être de Jodie Foster, c'est de mettre en représentation tout ça, puisque ça passe, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une mise en abîme, hein, voilà. Ça passe quand même sur un plateau de télévision où cette scène, elle est en direct de tout le public là, qui est branché sur les écrans. Et dès que ça s'arrête, je veux dire, la partie de baby-foot, elle reprend.
Et ça, je trouve que c'est des moments qui sont très très forts justement dans le film. Parce que justement, ce mode de représentation, cette mise en image constante, cette obscénité de la mise en image, fait en sorte qu'à un moment donné, tout est banalisé. Tout est banalisé, et c'est là où le film touche à justement quelque chose de l'absence de... Enfin, j'aime pas bien employer ce mot-là, mais d'une absence totale de morale qui fait qu'on est face à quasiment des pions. On est face à des pions. Et moi, je trouve que c'est pas du tout... Enfin, je trouve que c'est un film qui est très profond, au contraire, qui a une façon de toucher les choses de façon très fine. Et qui fait que, effectivement, quand ça s'arrête, on dit « Oh là là !» je sais pas, je le perçois comme ça. Je suis tout à fait d'accord sur ça, notamment l'inertie médiatique, je trouve qu'elle montre très bien la capacité à endurer les chocs des médias, notamment de retourner la prise d'otage finalement à leur faveur. C'est ce qu'il y avait aussi, je crois, dans Don't Look Up. Oui, Don't Look Up, ça m'a fait vraiment penser à ça. Oui, voilà, et on voit bien qu'ils jouent les lanceurs d'alerte et le lendemain, ils sont tranquilles en train de manger leur repas. Enfin, on voit bien qu'ils ont totalement surpassé ça et ils se demandent quelle émission ils vont faire le jour prochain. Donc pour moi, ça montre vraiment ça. Quel grain il y aura à moudre de ça, vous voyez, Oui, moi je trouve que il y a plein de choses qui sont suggérées, mais de façon très forte quand même, et que ce film est particulièrement d'actualité quand même. Il y a ce qui est évoqué, ce que vient d'évoquer monsieur sur les médias, le rôle des médias qui est aujourd'hui, on le voit bien, qui sont à la botte du pouvoir, à la solde du pouvoir. Il y a le rôle dans l'entreprise où on parle sans arrêt de transparence. Il y a une omerta complète qui est mise en œuvre en permanence et qui est organisée. Et un patron qui est un patron ripou, qui a sorti 800 millions, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Il est dénoncé la mondialisation d'une certaine façon du fait que le type qui a fait les algorithmes et qui dit « moi j'y suis pour rien », mais n'oublions pas quand même que les algorithmes sont créés par les hommes, ils ne se créent pas tout seuls les algorithmes. Donc ce type qui a créé les algorithmes pour une entreprise de New York, il est à Séoul. Donc il y a plein de choses qui sont abordées comme ça et qui sont très très fortes et qui sont tout à fait d'actualité quand même. Et voilà, bon, moi ça m'a tout à fait intéressé à ce niveau-là. Je trouve que le film, au fond, ça dédommage le système parce que sous forme, c'est assez pluriel finalement parce qu'on voit le point de vue de chacun. Chacun a eu la parole, même le PDG qui détourne les fonds. Il dit quelque chose de vrai, voilà, quand je vous fais gagner de l'argent, tout le monde est content, quand ça perd, voilà, quand vous perdez, c'est comme un jeu de hasard, quand on gagne, et quand on perd, et c'est comme ça, il faut accepter, d'accord. Mais il y a un grand silence, c'est les personnes et ça rejoint la spéculation et la moralité ou amoralité de la finance, c'est-à-dire ceux qui subissent les conséquences de la spéculation de la finance et qui n'essayent même pas de prendre parti ou de gagner quoi que ce soit. Par exemple, quand on spécule sur le logement, les fonds vautours qui raflent tous les logements, qui empêchent les jeunes de s'établir, ou par rapport à ces algorithmes qui peuvent affamer des pays entiers en spéculant sur le prix du blé, les personnes qui meurent de faim, les jeunes qui ne peuvent pas s'établir, qui ne peuvent pas démarrer dans la vie, eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas cherché à gratter des sous par-ci par-là, ils n'ont même pas de quoi investir déjà. Donc, et cette voie-là, elle est omise, et cette omission, elle est grave. Parce qu'on peut se dire, finalement, voilà, comme vous avez pointé au début, voilà, finalement, Kyle, le jeune, il a essayé quand même de profiter du système et ça a mal tourné pour lui. Lui, il a peut-être essayé dans cette histoire en particulier, mais combien d'autres jeunes n'essayent même pas, n'ont même pas les fonds, et peut-être que ça les intéresse même pas, ils veulent juste avoir un loyer correct, raisonnable, proportionné à leurs revenus. C'est un tout petit peu montrer les gens qui sont à côté, qui n'ont pas fait de spéculation ni rien, à travers la petite amie de Kyle quand même.
qui elle était au courant de rien, qui pâtit de la situation. Oui. Donc bon, c'est juste un personnage, mais c'est quand même un tout petit peu montré aussi. Oui, voilà, Peut-être c'est aussi des peut-être gens un dans la clin rue qui d'œil. soutiennent l'action, qui n'ont pas forcément acheté sur des actionnaires de quoi que ce soit, mais qui se révoltent un peu contre la finance d'une façon un peu simple, mais ce soutien, ça montre quand même un tout petit peu, je pense, tous les gens qui en pâtissent sans forcément avoir mis le pied dedans, quoi. Oui. C'est vrai que c'est quand même très noir, parce que finalement le seul qui se révolte, qui essaye de faire quelque chose, donc ce pauvre jeune homme, même avant de se faire abattre, il perd très vite la direction des choses. C'est-à-dire que finalement c'est quand même le présentateur qui, sur le deuxième tiers du film, prend la direction des choses. C'est-à-dire que lui, il n'est plus qu'une marionnette finalement dans les mains du présentateur. C'est-à-dire il n'a même plus le leadership pardon le anglicisme, mais de sa situation, et à la fin il arrive très exactement où la réalisatrice a voulu l'amener, parce que c'est la réalisatrice qui a monté tout le truc, donc lui il gère absolument plus rien, il se fait effectivement abattre sans avoir très bien compris peut-être ce qui se passait, enfin en tout cas moi j'ai pas bien compris, je suis pas sûr qu'il ait compris non plus, mais et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très noir finalement par rapport à tous ces gens qui mettent un petit peu d'argent, leur sous ou autre, en se disant on va peut-être réussir à se sortir sur des choses sur lesquelles ils peuvent même pas se révolter. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est-à-dire que finalement la seule révolte, à un moment donné, elle est portée par le personnage du réalisateur et de la réalisatrice et de l'animateur qui essaie de dire ah ouais, là on va y aller. Et c'est plutôt eux qui la portent pour qu'à la fin du film, effectivement, ils mangent chinois en se disant bon bah qu'est-ce qu'on va faire lundi prochain, quoi. Parce qu'on a quand même show must go on. Mais au début, le preneur d'otage dit quand même je sais bien que je sortirai ici les pieds devant, Oui. donc il est quand même assez lucide. Et il y a quand même, donc une fois que le présentateur se balade et quand le preneur d'otage lui dit la ceinture c'est du bidon, il pourrait s'en aller simplement, dire ok. Et il continue parce que, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, il continue de lui-même, là c'est pas la nana qui le... Et parce qu'il a quand même envie d'aller voir le patron et réellement de savoir ce qui s'est passé. Mais quel est son enjeu intérieur à ce moment-là? Je me suis posé la question justement sur ce que vous dites. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il continue? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, il a eu une crise de morale qui dit c'est pas bien, il faut que le bien triomphe? Ou est-ce qu'il dit on va être filmé pendant tout le parcours dans la rue jusqu'au truc. Même pas dans le film, à un moment donné. Et ça va faire de l'audience. Mais en fait, il devient la cible. Oui, j'ai compris. La cible a changé. C'est À un plus le moment preneur donné, on peut d'otage, se c'est demander l'otage. s'il le fait aussi parce que ça fait de l'audience. Et je pense que c'est sa peau Je pense qu'en fait, il s'est senti con, parce qu'à un moment donné, il a compris qu'il a relayé un mensonge. Parce que lui, quand il donnait les conseils donc à la fameuse... Voilà, il croyait vraiment, parce qu'il avait des renseignements de la société. Et donc, quand il a vu qu'on l'a fait mentir malgré lui, je pense que c'est pour ça qu'il en veut. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans le même camp que le jeune, en fait. Il s'est fait avoir comme le jeune. il est piégé lui aussi. Il a été piégé. Il est piégé et du coup on a l'impression qu'il s'humanise un peu quand même. À la fin, il n'a pas envie que le jeune meure. Ah bah ça c'est sûr. Oui, il a Donc été il y a touché. un peu de syndrome de Stockholm aussi. Oui, il y a un peu de Je ça. ne sais pas si c'est ça, je pense qu'il a été réellement touché par ce jeune et par son Oui. Le syndrome de On sent qu'il éprouve une certaine sympathie pour ce jeune à la fin, puisqu'à la fin il donne y compris un coup de poing dans la figure du patron. Parce que Non, c'est pas un film d'un manichéisme délirant, hein. C'est pas très subtil, mais il y a quelques nuances dans les comportements des uns et des autres qui sont, ma foi, semble-t-il, assez bienvenues, assez finement vues, enfin, relativement finement vues. Relativement, oui, relativement. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a aussi une volonté de Jodie Foster de faire un film à grand public, en espérant toucher quelques gens et qu'il n'y ait pas que des amis du monde diplomatique qui voient le film. Madame. Je trouve que le rôle de Kyle, justement, c'est de la façon dont je l'interprète moi aussi. Hein. C'est je veux savoir, je veux comprendre, j'irai jusqu'au bout, mais je veux savoir, je veux comprendre. J'en crèverai, mais je veux savoir, je veux comprendre. Il n'est pas plus blanc que neige, certainement,
mais il veut y aller et il veut que ça se sache. Et il est prêt à payer très cher pour que ça se sache. Bah, je sais pas en fait, je croyais que c'était ça sa motivation, mais finalement, à quel moment il arrête son action? Il arrête son action à partir du moment où le PDG dit que, je sais plus quel mot il veut qu'il dise, qu'il s'est trompé ou qu'il a menti, c'est mal, que c'est mal. Il a besoin que, enfin, le moment où il arrête son action, où il est quelque part soulagé, où il donne cette impression de lâcher prise, c'est le moment où effectivement il y a cette verbalisation du responsable. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais aussi comme vous, oui. Il voulait savoir, mais finalement, je ne sais pas si c'est de savoir. C'était une reconnaissance, j'ai l'impression, dont il a besoin. Bon, donc, ça montre après la complexité. Moi, je trouve que ça montre beaucoup la complexité de l'humain. Et je trouve que c'est très intéressant. Moi, le personnage de Cal, je le trouve très intéressant. Même si, voilà. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que les flics envisagent, la force d'intervention envisage de tirer sur Georges Clooney, qui est juste un présentateur, qui est un peu une sorte de marionnette dans le monde de la finance. Par contre, pas une fois c'est envisagé de tirer sur le patron quand il est LGB. Je trouve ça assez intéressant. Oui. C'est pas dit, mais... Parce qu'à un moment, Georges Clooney lui dit surtout ne montrez pas votre dos, et puis il y a plein de moments où il se retourne dans tous les sens, et on aurait très bien pu tirer sur lui. Là, faut quand même pas tirer sur les patrons. Ben non. Pas déconner non plus. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur la finance et le trading haute fréquence en particulier. D'abord, de fait, c'est des programmes qui sont écrits par des humains, qui sont validés par des humains, etc. Mais surtout, on pourrait quand même assez facilement empêcher ça. Parce que alors, les bourses, maintenant, c'est des boîtes privées, mais qui suivent quand même des règlements et des lois. On pourrait simplement dire une transaction par jour, ou une tous les 6 mois. Enfin, c'est taxé aussi. Oui, mais c'est... il y a la taxe Tobin. Oui, c'est la loi. Alors, dans ce cas-ci, c'est plusieurs. Mais il y a une espèce d'acceptation mondiale, je vais dire, de ce genre de système qui est quand même... Enfin, moi, il se fait que je suis ingénieur, donc quand on voit l'économie basée sur toutes des axiomes faux et des systèmes qui sont par construction instables, et le boulot de l'ingénieur, c'est de faire des boulots stables. Donc, stabiliser un système comme ça, si c'était la volonté, c'est une histoire de quelques semaines. Donc, il y a une réelle volonté de faire des systèmes instables. Et je pense que c'est pas inconscient, c'est conscient chez quand même pas mal de monde dans la finance. C'est l'instabilité qui permet les variations, qui permet les crises, et qui permet d'entretenir le système. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que dit monsieur, qui légifère? Parce que aujourd'hui, dans le système qui nous est présenté là, on parle de système multinational. Donc comment il n'y a pas un gouvernement mondial aujourd'hui qui est capable de légiférer? Oui, moi, en finalité, je trouve que ce film m'a fait penser à un truc, un retour en arrière extraordinaire. Les bonimenteurs du western, les mecs qui vendaient des produits miracles, on en est là. C'est complètement dingue, quoi. Une espèce de crédibilité vis-à-vis de n'importe quel bonimenteur. C'est ce à quoi ça me fait penser aujourd'hui. Oui, mais c'est terrible. Mais regardez, dans les chaînes de télévision, il y a de plus en plus de téléachats, de trucs. J'ai même vu une fois, dès qu'ils vendaient aux enchères des trucs qu'ils ont dans leur grenier, quoi. Mais à la limite, qu'ils vendent aux enchères ce qu'il y a dans leur grenier, pourquoi pas. Mais je me dis, s'ils en font une émission de télé, ça veut dire qu'il y a des gens qui le regardent. Qui s'intéresse? Hanouna, il vend du buzz. Là, on voit ça une marche. émission qui ressemble beaucoup à Hanouna. Pardon? Dans le film, on voit une fraction d'émission qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur... C'est Hanouna, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. Parce que... Ce que je veux dire là, rebondir là sur ce que disait le monsieur, c'est que en fait, je trouve aussi là où le film insiste beaucoup, c'est sur la rapidité à laquelle les choses se font. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans de l'instantané, et il y a quasiment pas de recul.
Et je pense qu'effectivement, il y a... Parce que c'est un film qui est au niveau concentration, qui est dur quand même, au niveau visuel. Enfin, je veux dire, ça ne s'arrête pas. Et on a l'impression qu'on vit au rythme, que l'humain maintenant vit au rythme de ces transactions qu'il ne maîtrise pas, mais qu'il subit. Et où effectivement, quand on dit, oui, mais on pourrait légiférer, mais il y a effectivement des politiques, tout ça, il y a des choix politiques, il y a des choix financiers, et c'est vrai que je pense qu'on vit dans un monde où il y a une information telle tout le temps qu'on n'est plus en capacité, nous, vraiment de la traiter tout le temps, cette information. Et c'est vrai que même le présentateur, il ne sait pas ce qu'il présente, il répète bêtement, voilà. Après il est avec son oreillette, voilà, on sait quoi faire, et à un moment donné il n'a plus son oreillette, il retrouve un peu sa personne, il sort de son rôle de présentateur, mais c'est vrai qu'on est dans du téléguidage, un peu en permanence. Est-ce que je me trompe en disant que je sais pas, il y a 20, 30 ou 40 ans en arrière, les plus grandes capitalisations boursières, c'était des boîtes industrielles, soit dans l'automobile, dans le pétrole, etc. Alors que maintenant, c'était concret, quoi. On pouvait en dire ce qu'on voulait, mais c'était du concret. Alors que maintenant, les plus grandes capitalisations boursières, est-ce que je me trompe, c'est des boîtes comme... qui sont, je sais pas, il n'y a pas YouTube. Oui, c'est les débats, les GAFA, quoi. C'est les GAFA. Quand il y a eu la crise 2008, les débats entre l'économie dite réelle et l'économie fictive. L'économie réelle qui produit réellement de la richesse et une économie qui est spéculative, qui produit rien du tout, qui ne produit pas de richesse. Simplement, c'est des jeux d'écriture qui font qu'on s'enrichit ou pas. C'est l'argent qui est lui-même une richesse, en l'occurrence, mais pas la production de richesse. D'ailleurs, il se dit que Renault ou les constructeurs automobiles, actuellement, gagnent de l'argent, non pas en fabriquant et en vendant des voitures, mais en vendant du crédit. Du crédit pour acheter des bagnoles. Ils font les grandes surfaces depuis fort longtemps. Exactement. C'est la même chose pour les grandes surfaces d'ailleurs. Donc la financiarisation de l'économie, elle est largement supérieure à la richesse, à l'argent produit par la production. Voilà. L'argent produit par l'argent est supérieur à l'argent produit par la production. Il y a quand même une autre production là qui est arrivée, qui est assez phénoménale je trouve, qui est la production de la donnée personnelle. Quand Facebook nous dit on est gratuit et on le sera toujours, moi j'ai envie que Facebook soit payant, mais soit payant pour qu'il me donne l'argent qu'il récupère finalement en aspirant mes données et puis en l'utilisant et en le monétisant. C'est-à-dire que le côté complètement fou finalement de ces entreprises, c'est cette capacité à transformer en argent quelque chose qui est de la donnée personnelle. Il y a une transformation qui est assez récente et qui est assez nouvelle et qu'on a du mal à gérer. Et là j'ai vu que Facebook commençait à devenir, ils vont rendre payant quand même certains services. Donc même s'ils arrivent à monétiser, ils vont le faire. Mais finalement on est sur de nouveaux aspirateurs Afrique qui créent de l'argent sur la base de nouveaux matériaux qui n'est plus du pétrole qui est extrait, qui est plus de l'industrie, mais qui est effectivement de données immatérielles qui peut être vendu, qui peut être transformé. On vend du temps. On vend du temps de... Comment il avait dit le PDG? Du temps de cerveau disponible. Comment vivent ces sociétés? C'est par les pubs et qui mettent dessus. Et les gens sont prêts à payer. Lui, il allait plus loin. C'est-à-dire que c'est pas qu'il vendait du temps, c'est qu'il vendait du temps de cerveau disponible aux annonceurs. C'est ça, oui. Le propos. Oui. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux dont vous parlez, ou même avec la télévision. Maintenant, on vous coupe les films au milieu pour passer 5 minutes de pub ou 10 minutes. Mais on est bien prêt à acheter des t-shirts avec écrit Nike ou autre chose dessus. En plus. On fait de la pub, mais on paye. On l'achète le t-shirt plus cher parce qu'il y a écrit Nike. Que s'il était en coton, on devient soi-même la colonne Maurice qui fait la pub. Bien choisi. On devient l'annonceur. D'ailleurs, on voit bien à un moment donné, là, par rapport à ce que vous disiez, que c'est quand ils cherchent le PDG partout là, de cette société Ibis,
mais c'est en 2-3 temps de mouvement qui savent, paf, 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 en pianotant sur leur smartphone, que finalement il était en Afrique du Sud, ils ont réussi à retrouver, mais ça se fait hyper rapidement, quoi. Donc il y a pareil aussi là sur la traçabilité, sur... Ils l'ont cherché 4 jours quand même dans le film. Non, mais enfin, mais c'est peu, hein. Alors, j'ai envie de poser une question à l'économiste. Donc au niveau des finances, etc., un des arguments pour dire on ne peut pas taxer le trading haute fréquence ou limiter freiner le nombre de transactions parce que tout le monde va aller ailleurs. Si la bourse de Paris elle essaye un petit peu de stabiliser le truc, tout le monde va aller à Londres ou à New York ou ailleurs. Et alors c'est sûr que les financiers ça leur fera pas plaisir, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de boîtes, d'industries dont il y a quand même beaucoup de gens dans les industries dont le but ça reste de faire des choses et de les vendre, surtout de les vendre, mais avant de les vendre il faut les faire, que ce soit du service ou des choses, des objets. Est-ce que justement ça n'intéresserait pas des industries en disant ah ben là je vais plus avoir 30 tracassés du cours de la bourse qui varie juste parce que le PDG s'est trébuché dans une chaise et qu'il s'est cassé le bras. Les entreprises qui sont cotées en bourse, ça les arrange, encore une fois. Leur but, c'est de faire du profit. Est-ce que c'est si sûr que ça? Peu importe. Il y a un vrai mouvement actuellement. Il y a un vrai mouvement actuellement chez toute une série d'entreprises qui ont fait beaucoup de bénéfices à racheter leurs actions. C'est-à-dire à essayer. Comment? Faire monter le cours. Non, c'est pour d'une certaine façon s'extraire de ce système-là et devenir, j'allais dire, en pleine propriété, ne pas avoir à verser beaucoup de dividendes. Enfin, en tout cas, c'est un vrai mouvement qu'on peut constater à l'heure actuelle. Hein. Apple, bref, plein d'entreprises, notamment les GAFA, rachètent toute une série d'actions. Mais qui rachète? Eux-mêmes. Ils rachètent leurs actions. Ils rachètent leurs actions. Moi je crois que c'est parce qu'ils avaient trop de pognon et puis qu'ils faisaient encore monter le cours. Oh merde, c'est possible. Il y a quand même ils ne veulent plus être. Pardon? C'est une vérité. Ah oui, c'est avéré. Hein, c'est avéré. Il y a toute une série d'entreprises qui ont fait beaucoup de bénéfices et qui utilisent leur... Par exemple, en France, Niel, le patron de Free, etc., est en train de racheter ses actions. Avec des emprunts, non, il me semblait. Non, il y a quelques milliards quand même qui traînent. Oui, On n'ose plus le toucher parce que ça s'effondrerait. C'est comme pas Drahi. Drahi aussi, je crois. Oui, je pense. C'est un vrai. J'ai cru entendre. Oui, monsieur. Je crois qu'on atteint la limite horaire. Ouais. Ah oui. Si vous voulez discuter, allez-y. Il n'y a pas de... Au-delà, on fait le parquet. Pour en revenir un peu à ce que dit monsieur, là, est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus ceux qui sortent des écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup qui ne vont pas dans l'industrie, mais qui deviennent traders ou des choses comme ça, hein, c'est-à-dire qui se dirigent vers la finance. X, premier fournisseur. La centrale aussi. Après, j'ai quand même l'impression que... Enfin, moi, j'avais été vraiment frappé par le film d'Alan Moore. Non, Alan, c'est pas Alan. Non, c'est pas Alan Moore, c'est Michael Moore. Merci. De Michael Moore, où il interviewe le PDG de Nike. Et moi, ça avait été une claque dans la gueule quand j'avais vu cette scène, parce que donc, pendant tout le film, il essaye de rencontrer le PDG de Nike et il veut lui payer. Il a pris 2 billets d'avion pour aller en Asie pour lui montrer comment ça se passe dans ses usines. Et le type le reçoit, donc victoire de Michael Moore. Et là, le PDG de Nike lui dit mais j'ai aucun pouvoir. Et alors là, Michael Moore lui dit non mais comment ça vous avez aucun pouvoir? Vous êtes le patron de Nike quoi. Non mais. Et le gars explique qu'il est complètement dépendant des actionnaires et que s'il ne rapporte pas une évolution à 2 chiffres, mais il saute. Et là, tout d'un coup, le PDG de Nike qui est en train d'expliquer à Michael Moore qu'il n'a absolument pas la main pour gérer le truc, là, je me suis dit, mais
qui a la main. Et finalement, bah, même les actionnaires, comme les actionnaires... c'est les fonds de pension. Voilà, c'est les fonds... Bah, on est sur un système, pour revenir à la problématique d'ingénieur que vous évoquez, qui est super intéressante, mais est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? C'est un peu la question que je me pose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur un système qui s'auto-alimente lui-même, et où tout le monde, quand on prend les gens séparément, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, même au niveau du PDG de Nike, qui disent « Oui, bon, bah, c'est peut-être pas super moral, mais voilà, on n'a pas la main, quoi ». Ça nous fait rebondir sur le problème des retraites, ça, parce que les fonds de pension, si tous les pays avaient des retraites faites comme en France par répartition, bah, il n'y aurait pas de fonds de pension. Hein. Donc on aurait peut-être beaucoup moins de problèmes. 7 mars.